Ben, nous sommes à la section 11. Nous allons faire les activités 11.1 et 11.2 dans cette vidéo-ci. Je vous dirais, l'essentiel, c'est l'observation et une réponse avec des termes corrects, propres à la science et à la technologie. Par exemple, on va indiquer que des pièces sont dans une liaison complète et non dans une liaison solide. On va mentionner qu'un guidage est en rotation et non pas un guidage qui fait tourner. On va aller chercher des termes propres au langage scientifique, donc des termes techniques. Aussi, on va faire attention de bien observer les différents objets qui sont présentés pour analyser les mécanismes ou les relations entre les pièces. L'observation, c'est la clé. Parce que souvent, on va vous présenter des objets avec lesquels vous n'êtes pas très familier. Alors, commençons avec peut-être déjà un qui est un peu familier. Identifier s'il y a lieu l'organe de liaison dans les situations suivantes. Il y a 4 situations, A, B, C, D. On veut le nom de l'organe de liaison qui est utilisé pour la liaison entre les pages du cahier. Alors, comment est-ce que les pages de votre cahier sont attachées ensemble? Bien, j'imagine, si c'est comme moi, yep, comme ça ici, là. Bon, c'est un peu flou, là, mais vous devriez voir dans le bas de la colle. Ben oui, c'est de la colle, qui est une colle un peu flexible, qui permet donc au cahier une certaine souplesse. C'est la colle qui est utilisée. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme organe de liaison? De la colle. Tout simplement, on cherche le nom de l'organe, c'est tout. Le nom de la pièce. B. La liaison entre la tête et le corps. La tête et le corps d'une flûte traversière. Voici la tête, choup. Voici le corps, choup. Comment est-ce que c'est lié ensemble, ces deux morceaux-là? On veut un nettoyage facile, donc on va être capable de les séparer et de nettoyer l'intérieur. On voit que ce n'est pas quelque chose qui doit être collé, parce que ce serait une liaison indémontable, ce ne serait pas pratique. Il faut en faire l'entretien. Ces pièces-là sont généralement glissées l'une dans l'autre ou vissées l'une dans l'autre par leur propre forme. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'organe de liaison. Elles se tiennent simplement emboîtées l'une dans l'autre. Donc, on va simplement mentionner. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'organe de liaison ici. Ce n'est pas plus compliqué que ça. À l'autre page, on a deux autres objets. Une poêle à frire, menum. La liaison entre la base métallique de la poignée et la poêle. Donc, la poêle et puis la base métallique de la poignée ici. Comment est-ce que ça tient ensemble? On voit bien qu'on utilise un petit système de 3 pièces qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Nous appelons ça des rivets. Il y a 3 rivets qui sont installés ici. D. La liaison entre l'ordinateur et la fiche d'une paire d'écouteurs. Donc, l'ordinateur et la fiche de la paire d'écouteurs. Bien, la fiche elle-même, elle va s'enfoncer simplement directement dans une ouverture. Il n'y a pas de pièce supplémentaire, donc il n'y en a pas d'organe de liaison. Il n'y en a pas. Allons voir la suite. Oh là là! Une situation d'analyse techno. L'analyse, justement, du système d'ajustement de la hauteur d'une perceuse sur colonne. Alors, on voit une perceuse sur colonne dans une vue d'ensemble, et on a une vue rapprochée, d'une vue éclatée, en fait, une vue éclatée rapprochée. On voit un gros plan, mais les pièces sont toutes séparées les unes des autres. Et les pointillés nous indiquent où étaient reliées ces pièces-là, où est-ce qu'elles étaient installées auparavant. Donc, une vue éclatée, c'est pas juste de séparer les morceaux, c'est de les séparer, mais de les garder en position relative l'une par rapport à l'autre, de façon à observer comment, justement, elles sont tenues ensemble. On nous demande de donner les caractéristiques de la liaison entre la poignée de la manivelle et la manivelle. Donc, entre poignée et manivelle. On va aller les observer, ces deux-là. La poignée est ici. C'est cette pièce-là. Je vais l'encadrer pour ne pas la manquer. Et la manivelle est celle-ci. Une lame de métal avec une ouverture en bas et ici une autre ouverture en haut dans laquelle va s'installer ici cette on suit le chemin, toc, 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 toc. Une bague et une vis sans fin vont s'installer là-dedans. Donc on devrait observer ça puis on se comprendra que si on
disais-je que j'imagine que c'est un système là, qui va faire que lorsqu'on fait une rotation de la poignée et de la manivelle, ça va permettre d'ajuster la hauteur de la table le long de la colonne, le long de la crémaillère de la colonne. OK, mais pour le moment, on ne s'attarde pas à ça. On va s'attarder aux caractéristiques de liaison. Comment est-ce que la manivelle et la poignée sont liées ensemble? De façon, 1, directe ou indirecte? Ça ne peut pas être direct parce que ça voudrait dire qu'elles vont se tenir ensemble tout seules dans le vide. Ça va être une liaison indirecte, je vois, parce que je vois ici une vis à épaulement, une vis avec une épaule, qui va simplement se glisser à travers. La partie filetée va se visser dans le trou qu'il y a ici dans la manivelle. Et la poignée va pouvoir tourner autour de cette vis. Et ça va être plus confortable à utiliser. Donc, vu qu'on utilise une vis pour unir ces deux morceaux-là ensemble, on a une liaison qui est indirecte. Deuxièmement, puisque c'est une vis, on peut la retirer sans rien briser, sans rien endommager. C'est démontable. On imagine bien que cette vis-là semble être en acier ou bref quelque chose de rigide. La poignée ainsi que la manivelle doivent être rigides pour bien être opérées. On ne veut pas quelque chose qui se déforme dans nos mains. Donc, on parle de liaison rigide. Et complète ou partielle. Si on observe comme il faut, vu qu'on a c'est percé de forme cylindrique à l'intérieur de la poignée et la vis à épaulement est cylindrique elle aussi, ça veut dire qu'il va y avoir une rotation de possible. Un petit peu comme le capuchon de ce feutre est capable quand même de faire une rotation autour de son axe, même s'il est lié avec. Donc, à cause de leur forme, la liaison elle est partielle. Il y aura un mouvement de permis. B. Donnez les 4 caractéristiques encore de la liaison entre le couvercle et le support de la table. On va aller chercher où est notre couvercle et notre support de la table. Le petit crayon revient par ici. Couvercle, couvercle, couvercle ici. Ça, c'est notre couvercle. Et je vous suggère dans une évaluation d'encadrer vos pièces comme ça pour être certain d'analyser les bonnes pièces ensemble. Le couvercle avec quoi déjà? Le support de table. Support de table, c'est celui-ci. On suit la ligne et bon, ben c'est tout ça le support de table. Ça va supporter la table, c'est logique. Lui aussi, je vais l'encadrer pour être sûr qu'on parle des bonnes pièces ensemble. Mais on comprend d'après les pointillés que le couvercle va s'enfoncer comme ça dans la forme rectangulaire ou carrée, peut-être rectangulaire, du support qui est là. Alors, est-ce que cette liaison sera directe ou indirecte? Encore une fois, on peut remarquer la présence de 1, 2, 3 et 4 vis qui vont traverser le couvercle et s'enfoncer dans le support. C'est donc une liaison indirecte parce qu'on emploie des vis. Elle est démontable justement parce que ce sont des vis. C'est une liaison que j'ai l'impression qu'elle est bien rigide. Il n'y aura pas de déformation permise par les vis ni par le couvercle. Mais cette fois-ci, vu qu'on a une pièce carrée emboîtée dans une pièce carrée avec 4 vis, pas juste une, 4 vis, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de translation permise. On a donc une liaison, je cachais tout là, une liaison complète cette fois-ci. Donc démontable, indirecte, complète et rigide. Ensuite, on vous proposait de trouver quelles sont les pièces qui ont une fonction de liaison. Alors vous voyez que ce sont toutes des vis. Donc là, on dit, des vis, ça sert à lier, pas tout le temps. Une vis d'ajustement, ça sert à déplacer une pièce, par exemple. Alors, voyons de quelle vis il s'agit. Elvis, pas Elvis Presley. La vis sans fin. La vis sans fin, elle est ici. C'est celle-là. La vis sans fin. C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? Une partie de la vis sans fin va être enfoncée à travers le couvercle et dans l'essieu ici là, de la manivelle. Donc, en faisant une rotation de la manivelle, la vis sans fin va faire une rotation, le pignon va faire une rotation lui aussi, puis de cette façon-là, on va être capable de faire déplacer la table. Donc, la vis sans fin ne relie pas des pièces ensemble, elle transmet ou transfère un mouvement. Donc, on ne la choisit pas. La vis d'assemblage. Vis d'assemblage, celles-ci permettent de maintenir le couvercle avec le support. Donc, celles-ci ont vraiment un rôle de liaison, tout comme la vis à épaulement. La vis à épaulement qui va
maintenir la poignée avec la manivelle. Mais la vis de blocage, où est-ce qu'on en est ici? Vis de blocage. Ça s'enfonce dans une ouverture sur le côté de la manivelle, là où la vis sans fin, en fait, l'axe de la vis sans fin va passer. Donc, j'imagine qu'une fois que l'axe de la vis sans fin est à l'intérieur et qu'on met la vis de serrage, la vis sans fin va être coincée à l'intérieur et ne fera pas de rotation. Est-ce que c'est ça qui sert à la tenir en place, à faire la liaison? Non, je pense pas. Je pense que ça sert simplement à l'empêcher de faire des rotations. Donc, vu qu'elle a un rôle au niveau d'un guidage, on ne la mettra pas en liaison ici. Elle ne sert pas à tenir les pièces ensemble. En tout cas, pas sur ce point-ci. Numéro 3. Observez la photo qu'il y a ici. C'est une poinçonneuse avec différentes grosseurs de poinçons. On peut faire des trous de diamètre différents. Donnez les 4 caractéristiques. C'est à nous de les donner, de les nommer, entre les 2 branches de la poinçonneuse en justifiant vos réponses. Bon, la liaison entre les 2 branches. Qu'est-ce qui relie les 2 branches ensemble? Je revois, qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est un rivet. Oui, on a un rivet d'installer ici qui retient les 2 branches ensemble. Donnons 4 caractéristiques. Premièrement, est-ce que c'est démontable ou indémontable? Vu qu'on a un rivet, ça n'est pas démontable. On va nommer indémontable. Pourquoi? Parce que si on les sépare, ça abîmerait le rivet. Ça endommagerait le rivet. On peut toujours changer le rivet, mais on a dû abîmer une pièce pour les séparer. Direct ou indirect? On ira avec direct, n'est-ce pas? Parce que, qu'est-ce que je raconte là? On va y aller avec indirect. Parce que justement, on emploie un rivet. J'ai rien dit. Indirect. Un rivet est utilisé. Est-ce que c'est rigide ou élastique? Il n'y a rien qui va se déformer là-dedans pour assurer un mouvement de rappel. On ne nous mentionne pas la présence d'un ressort. Ça doit être opéré manuellement. Donc, rigide. Aucune déformation. C'est pour ça. Aucune déformation ni des pièces ni de l'organe de liaison. Et finalement, complète ou partielle? Il y a un mouvement qui est permis. On va être capable de manipuler un bras par rapport à l'autre. Il y a une rotation qui va se faire autour de l'axe du rivet. Donc, partielle. Partielle. Une rotation est permise. Et oui, on nomme le mouvement. Une rotation des branches est permise. Parenthèse, les branches. 4. On fait un nichoir pour oiseaux. On veut qu'elle soit durable. On veut avoir accès à l'intérieur par le toit. Donc, on va être capable de retirer le toit pour nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Le toit est une pièce rectangulaire. Légère pente. Oui. Parmi les organes de liaison, entourer les 2. Entourer les 2? Il y a 2 options qui sont appropriées pour rejoindre le toit et les murs. Inscrivez ensuite dans la case le numéro de la caractéristique qui correspond à chacun des organes entourés. Bon. Alors d'abord, choisissons les organes de liaison logique ici, qui seraient possibles à utiliser. On veut quelque chose qui est nettoyé à chaque automne, donc on doit avoir accès à l'intérieur. Il faut donc retirer le toit régulièrement. Si on veut le retirer sans rien briser, ça nous prend une liaison qui est démontable. On va donc éviter les clous et éviter absolument la colle. Pour liaison démontable, les vis, c'est un bon choix. Quoiqu'une charnière, vu que le toit est en pente, il faut toujours être fermé. Et en utilisant une charnière au fond, on va pouvoir simplement faire basculer le toit vers le haut pour accéder à l'intérieur.
une liaison avec des charnières utilisées par des vis, ça serait aussi une bonne alternative. Ce seraient les deux organes à privilégier. Maintenant, dans la colonne de droite, dans les carrés, inscrivez le numéro de la caractéristique qui fait que les vis ont été choisies. Mais si on utilise des vis ici, c'est justement parce que cette liaison, elle est démontable. On est capable de la retirer sans rien briser. On va y installer la caractéristique 3, le fait que c'est démontable. Puis les charnières, bon, oui, c'est démontable, mais l'idée de la charnière, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir un tournevis pour la retirer. On a simplement qu'à la pivoter. Il va y avoir une ouverture qui va se faire si on fait une rotation vers le haut. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est permis. On va choisir 2. Le fait que la liaison est partielle, ça lui permet de bouger. Ben, de bouger, non, pas de bouger, de faire une rotation. Utilisons les bons termes. Et à la question 5, la dernière de cette section-là, pourquoi est-ce qu'il est approprié que la liaison entre le châssis de l'automobile et les roues soit élastique? Ici, élastique. Indice, l'organe de liaison est appelé un ressort et fait partie d'un ensemble appelé suspension. Bon, ça maintient le contact avec la route en repoussant les roues vers le sol, mais en même temps, ça aide à absorber les chocs quand on heurte des obstacles sur la route. La route n'est pas toujours lisse, il y a des vibrations. Pourquoi est-il approprié que la liaison soit élastique? Bon, répondons par le contraire. Si elle était rigide, elle ne serait pas capable d'absorber les chocs, la conduite serait moins confortable, il y aurait des chocs sur les pièces qui pourraient les abîmer. Donc, l'idée ici d'avoir une liaison élastique, ça permet une déformation qui va amortir les chocs, permet une déformation qui amortira les chocs. Et on mentionnait le fait que de cette façon-là, il y a moins de chances d'abîmer le véhicule parce que ça va pouvoir reprendre sa place. Donc, amortira les chocs, donc réduire ou diminuer les dommages. Et je mentionnais aussi le fait que le ressort va reprendre sa place pour renvoyer la roue en contact. On va dire le rappel du ressort ramène les roues en contact. Le ressort ramène les roues en contact avec le sol. Bon. C'est aussi plus confortable pour les occupants, on pourrait le mentionner effectivement. Vous voyez, il a fallu observer, faire attention à ce qui est demandé dans les questions. Quelles sont les contraintes qu'on nous mentionne? Quelles sont les pièces qu'on doit analyser? On se souvient qu'on avait même été jusqu'à repérer sur le schéma ces pièces pour savoir desquelles il était question. Une grosse question d'observation dans ce chapitre-là, mais aussi d'utiliser le langage correct pour donner une réponse avec un langage propre aux sciences. Et on continue avec la même stratégie pour la section 11.2, les fonctions de guidage. Ce n'était pas une section très compliquée. Il y a 3 types de guidage parce qu'il y a 3 types de mouvements, en translation, en rotation et hélicoïdal, ce qui implique une vis ou une spirale. Donc, on demandait en premier ici, de l'autre côté, 11.2, d'observer les objets et de répondre aux questions. Ici, on dirait une bouteille de liquide correcteur, des ciseaux et un crayon pousse-mine ou porte-mine. Lequel ou lesquels de ces 3 objets possède au moins un organe de guidage? Les ciseaux ils ont un organe de guidage, c'est le rivet au milieu. Le porte-mine aussi, c'est le tube qui guide la mine qui se déplace, ouais. Puis, oui, quand on dévisse le bouchon, il va suivre une trajectoire hélicoïdale. À mesure qu'on le fait dévisser, il va se soulever en même temps. Donc, ça veut dire qu'il y a un guidage hélicoïdal quelque part là-dedans.
Donc, les trois objets ont un organe de guidage. Pour le ou les objets qu'on a nommés, identifiez l'organe ou un des organes de guidage. Bon, quel était l'organe de guidage au numéro 1? Ben, autour de la bouteille, si on retirait le capuchon, qu'est-ce qu'on verrait? Toc, toc, toc. Ça ressemblerait un petit peu à ça, là. Toc, toc, toc. On verrait probablement une espèce de filetage comme ça, un tube qui est fileté pour qu'une vis puisse tourner autour de ça. Donc, on pourrait parler du tube qui est fileté ou le filetage. Donc, le tube fileté, qu'on peut appeler aussi le filetage. 2, qu'est-ce qui joue le rôle de guidage ici? C'est le rivet qui fait le guidage. Donc, 2, c'est le rivet. Et 3, dans le porte-mine. Le porte-mine, une glisse qui coulisse d'un bord à l'autre. Ça glisse dans un tube. Donc, le tube de la pointe ou le tube intérieur. Là. Donc, les tubes intérieurs et de la pointe. Intérieur et de la pointe. Les tubes. C. Pour là où les organes de guidage que vous avez identifiés dans la réponse précédente, dites quel est le type de guidage? Translation, rotation ou hélicoïdal. Mais dans le premier cas, on a un guidage hélicoïdal parce qu'on implique une vis. Donc, c'est un guidage hélicoïdal. Il n'y a pas de E à la fin, mais j'ai mal fait mon C. Hélicoïdal. Dans le cas du ciseau, c'est les petits riffets. Et dans le cas des porte-mine, une fois, on va utiliser... qu'est-ce que je raconte là, les riffets? J'ai déjà répondu à cette question, Nine. Permettez-moi de recommencer, vite. 2. Quel est le nom du guidage? C'est une rotation qui va se faire ici autour des rivets. Donc, on parle de rotation. Et dans le dernier cas, la mine du crayon, elle fait la translation. Il y a translation. Voilà. Ah, numéro 2. That is good. Numéro 2, question d'analyse techno. Beaucoup d'observations demandées ici. Alors, nous avons ici un patin à roues aligné. Pour A, B, C et D, entourez la bonne réponse. Parmi les pièces indiquées sur l'illustration, laquelle joue le rôle d'organe de guidage? A. Un organe de guidage, c'est une pièce qui permet à une autre pièce d'effectuer un type de mouvement particulier. Est-ce que c'est le frein? Non, le frein ne permet pas à une autre pièce de faire un mouvement. Est-ce que c'est les blocs essieux? Le bloc essieux, c'est toute la structure latérale ici. La structure latérale sert de support. Elle va maintenir les essieux qui vont maintenir les roues. Le bloc essieux n'est pas le responsable. L'essieu, par contre, oui. L'essieu est la tige qui traverse la roue d'un bord à l'autre et qui va permettre à la roue de faire une rotation autour de la forme cylindrique de l'essieu. Un essieu, c'est un cylindre. Et puis la roue, de son côté, la roue, elle va guider. Qu'est-ce que je suis en train de dessiner là, moi? La roue, elle va avoir une ouverture à l'intérieur. Et dans cette ouverture-là, ben, il va passer, c'est mal dessiné, il va passer l'axe du cylindre de l'essieu. Mon Dieu, je me perds dans mes propres dessins. 2. B. Quelle pièce est guidée par l'organe d'un guidage qu'on a choisi? On a choisi l'essieu. Donc, quelle est la pièce qui est guidée par l'essieu? C'est immanquablement la roue. C'est la seule pièce mobile sur un patin à roues aligné.
Bon, la roue est la pièce qui est guidée par l'essieu. Si on avait de la misère à choisir l'essieu, au début, on se pose la question, qu'est-ce qui fait un mouvement? La roue fait un mouvement de rotation. OK. Elle fait une rotation autour de quoi? Autour de l'essieu. Alors, c'est l'essieu qui guide. Automatique. Quel type de guidage est effectué par l'organe que vous avez identifié? Bien, une rotation peu chère, c'est la rotation, mon ami. Et finalement, quelle particularité de l'organe de guidage, quelle particularité de l'essieu, lui permet d'offrir ce type de guidage? Bien, c'est sa forme circulaire, une forme cylindrique. Le fait qu'il est muni de filets, non, parce que ce serait une vis, ça ne pourrait pas faire des rotations. Métal ou plastique, peu importe. C'est vraiment le fait qu'il a une forme cylindrique. Ouais, voilà. Moi, c'était pas mal, ça. 3. Aha! Une autre AOT, une autre analyse de techno. Observons. Lorsqu'on veut abaisser le siège d'un vélo stationnaire, prenons des notes. Je veux dire, tu ne peux pas juste te lancer là-dedans. OK, j'ai rempli le tableau, puis là, je comprends pas, j'abandonne. Non! Observons d'abord ce qui est présenté ici. OK. Lorsqu'on veut abaisser le siège d'un vélo, le siège l'abaisser ou le remonter, comme celui de la figure ci-contre, on tourne d'abord la molette 1. Ah, oui, il y a une molette 1, c'est la molette, là, OK, le poignet, la molette, on va la tourner, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Qui se trouve dans le cylindre fileté. 2. Donc, 2, c'est le cylindre fileté. 1, c'est la molette. Ah, OK, la molette, c'est aussi la vis au bout. Donc, la molette, c'est la vis. D'accord? Du support de la selle, 3. 1, 2, 4. 3. OK, 3 est là. Support de la selle. Donc, les tiges oranges sont le support de la selle. D'accord? Et le tube de la selle 4 devient alors mobile. Alors, si on dévisse la molette va reculer en hélicoïdal, elle va dégager le trou qu'elle occupait, et la pièce 4, le tube, va pouvoir glisser en translation. D'accord. En fait, lorsqu'on déplace la molette, on retire une tige, c'est ce que je viens de dire, on retire une tige qui tenait le tube en place. Ce tube est percé de différents trous. Le tube de la selle. Ah ben oui, trou, 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 trou. Il est percé de différents trous. Lorsque la tige de la molette est insérée dans l'un d'eux, le tube ne peut plus bouger. Mais lorsqu'on retire la tige, ça permet au tube d'effectuer un mouvement de translation. Ah oui, OK, un guidage en translation de haut en bas. Lorsque la hauteur du siège convient, on ajuste la tige de la molette pour qu'elle coïncide avec le trou le plus proche. Ouais, c'est peut-être pas adapté à ma grandeur, ça. Parmi ceux dont est percé le tube, on resserre ensuite la molette pour enfoncer la tige de la pompe. Quels sont les deux organes qui ont une fonction de guidage lorsqu'on abaisse la selle? Alors, quels sont les organes qui créent un guidage lorsqu'on abaisse la selle? Est-ce que c'est la tige filetée de la molette? La tige filetée de la molette, elle, on lui fait faire un mouvement hélicodal. C'est elle qui est en mouvement hélicodal, donc elle ne fait pas le guidage. Mais qu'est-ce qui guide son mouvement? Bien, ce serait la pièce 2 qui est juste autour. Pièce 2, c'était le cylindre fileté. Est-ce qu'on a ça ici? Oui, le cylindre fileté en serait. Ensuite, qu'est-ce qui peut bouger là-dedans? Il y a un déplacement au niveau de translation du support de la selle. La pièce 4 peut faire une translation. Et grâce à quoi est-ce qu'elle fait une translation? Bien, elle est guidée par la pièce 3, qui est un cylindre lui aussi un petit peu plus grand. La pièce 3, c'est le support de la selle. Donc, tube de la selle, non, le tube de la selle, c'est lui qui se déplace. Cylindre vertical du support de la selle, c'est 3. Voilà. Dans le tableau, décrivez le guidage effectué par les organes que vous avez identifiés. Bon, premier organe, deuxième organe, le type de guidage de chacun et la pièce qui est guidée par chacun. C'est comme ça qu'on va remplir ce tableau. La colonne s'appelle organe, fait qu'on va nommer l'organe. Le cylindre fileté. Cylindre fileté. Quel est le type de guidage qu'il offre? Bien, le cylindre fileté 2 fait en sorte que la molette peut se déplacer en mouvement hélicoïdal. Donc, c'est un guidage hélicoïdal.
Guidage hélicoïdal. Il n'y a pas de E. Hélicoïdal. Et quelle est la pièce qui est guidée? Mais la pièce qui est guidée par, justement, ce petit cylindre fileté, c'est la molette. La molette. Ensuite, l'autre organe, c'était notre cylindre vertical. Cylindre vertical du support. OK. Type de guidage. Mais dans ce cas-ci, la pièce qui va être en mouvement va faire une translation. Donc, c'est un guidage de translation. La pièce guidée, par contre, est la pièce 4 qui se nommait le tube de la selle. Et le tube de la selle glisse à l'intérieur. Le tube de la selle. La selle que j'ai vue tantôt était belle. Seigneur, on parle pas bien, hein? Pourquoi les concepteurs du vélo ont-ils fait en sorte que le mouvement de la molette soit hélicoïdal, plutôt que simplement laisser aux utilisateurs la possibilité de tirer en translation sur la tige qui tient le support de la selle en place? Donc, ils nous demandent pourquoi ils ont choisi d'avoir un guidage hélicoïdal au lieu de simplement une molette qu'on va tirer dessus pour la retirer du trou. Ben, parce que ça la tient. Ça permet de tenir. S'il n'y avait pas de tube fileté, de vis, la tige, elle finirait par juste tomber par terre. Si elle tombe par terre et qu'on est là-dessus, ben boum. Non, c'est pas bien. Alors, ça permet de garder la molette en place, là. Alors, c'est visser ainsi, virgule, la molette reste en place. Pour empêcher le banc de retomber, de glisser vers le bas, pour empêcher la selle, de glisser vers le bas. Quand on est assis dessus, t'imagines, là? D. Le support de la selle et le tube de la selle, support de la selle, tube de la selle, ont une forme cylindrique. Cylindre dans un autre cylindre. Sur ce vélo, pourrait-il avoir une forme rectangulaire? Mais si c'était rectangulaire, ça ne pourrait pas faire de rotation. Et ici, l'idée, c'est de la translation. Est-ce qu'une forme rectangulaire peut quand même faire une translation? Ben oui, comme un tiroir. Oui, ça aurait l'avantage d'empêcher le mouvement de rotation. Quand on glisse, les trous percés seraient donc toujours vis-à-vis. Ou non, la translation serait impossible. Non, elle ne serait pas impossible. C'est quand même possible de le faire. Et ça empêcherait justement de désaligner les trous. Ils seraient toujours vis-à-vis à un moment donné. OK. Dernier côté, encore le vélo. Certains vélos sont munis d'un système de guidage supplémentaire. Ah, voyez, bon, d'accord. De quel type de guidage s'agit-il? Qu'est-ce qu'on a comme guidage supplémentaire ici? Un tube horizontal qui maintient la selle. Ce tube-là glisse à l'intérieur d'une partie du tube vertical qui est là. Donc, ça lui permet d'avancer ou de reculer le siège. Quel type de guidage on a ici? Avance-recule, c'est une translation. Quelle est son utilité? Ça permet d'avancer ou reculer le siège. C'est bien beau la hauteur, là, mais si on veut se rendre au poignet en avant, ouais. Avancer ou reculer le siège. Ou la selle, là. Bon. Sur la plupart, selle. Le mot juste. Sur la plupart des vélos qui sont équipés de ce système de guidage, le tube horizontal, n'est pas percé de trous. D'accord?
La tige de la molette ne fait que serrer le tube. Ah oui, la tige qui tient comme une vis qui va venir serrer le tube et l'empêcher de se déplacer. Quel est le principal avantage du fait que la tige de molette n'ait pas à s'insérer dans un trou? Mais si on avait fait des trous là-dedans, dont un trou ici, un ici, peut-être un autre trou là. Mettons que moi, je suis confortable quand la vis est ici. Mais je ne pourrais pas, parce que s'il y avait des trous, il faudrait que j'aille absolument dans un des trous. Alors, il n'y a pas de trou, on fait juste serrer à l'endroit où on veut. Donc, ça permet un ajustement plus précis. Un ajustement plus précis. Un ajustement plus précis sur la distance à laquelle on va installer la selle. Et remarquez en même temps que ça ne s'enseigne pas, ça, là. Pas apprendre par cœur à quoi ceci, pourquoi la selle, pourquoi une poignée de porte, pourquoi un pommeau de douche. C'est de l'observation, puis après ça, on se débrouille, on analyse, puis on se dit, bon, on se pose des questions. Qu'est-ce qui arriverait si on ne l'avait pas fait, si on avait fait autre chose à la place? Et pourquoi le tube vertical, lui, est-il percé de trous plutôt que simplement d'être serré en place pour le retenir, pour être maintenu en place? Pourquoi, en effet? Dans 3A, 3B, 3-1, 3-2. OK. Ben justement, si le tube vertical était retenu simplement par une molette, on l'a mentionné tantôt, ça pourrait descendre, ça pourrait glisser puis tomber. Le fait qu'il y ait des petits trous et une molette qui rentre dans les trous, ça va les tenir en place là, de façon plus résistante. Là. Donc, on pourrait dire ça comment que la molette qui rentre, qui est insérée dans un trou, fait en sorte que la liaison est plus résistante au poids de la personne. Ouais, c'est ça. La molette insérée dans un trou, parce qu'on va savoir pourquoi c'est mieux de faire des trous plutôt que juste serrer ensemble. La molette insérée dans un trou donne une liaison, comment je disais, plus résistante. Ouais, donne une liaison plus résistante au poids de l'utilisateur, mettons. L'utilisateur ou l'utilisatrice. OK? Une belle question d'enrichissement, ça. Numéro 4. Bon, question régulière. L'illustration montre un système à bielle et manivelle. Voici la bielle, c'est le bras qui unit la manivelle avec le piston. La manivelle est guidée en rotation. OK, la manivelle fait des rotations. Tandis que le piston est guidé en translation. Piston, translation. D'accord. Qu'est-ce qui assure le guidage de la manivelle? Qu'est-ce qui fait que la manivelle fait une rotation? Qu'est-ce qui lui dit tu vas faire une rotation? Ben, c'est un axe. L'axe au centre, hein, la manivelle va faire une rotation autour de l'axe. Donc, c'est le travail de l'axe. Qu'est-ce qui assure le guidage? L'axe assure la rotation. Rotation. Ensuite, qu'est-ce qui assure le guidage du piston? Qu'est-ce qui fait que le piston se déplace seulement de haut en bas? Autrement, ben, c'est surtout la forme du support, là, n'est pas nommée. Axe, manivelle, bielle. La forme du support, la forme cylindrique du support. La forme cylindrique du support. Assure une
Translation verticale. OK. Comme ça, il n'y a pas de translation sur les côtés, elle tient dedans. Et C, c'est la bielle qui met le piston en mouvement. La bielle met le piston en mouvement. Pourquoi ne peut-on pas dire que la bielle guide le piston en translation? Pourquoi ne peut-on pas dire que c'est la bielle qui guide le piston en translation? Parce qu'on a absolument besoin du support là, bleu qui est là. Si le support n'était pas là, la bielle elle ferait des rotations comme ça, elle monterait, descendrait, puis le piston lui aussi ferait des rotations autour. Là. Donc pourquoi ne peut-on pas dire que la bielle guide en translation? Parce que sans le support, le piston ne serait pas en translation, il serait en rotation. Sans le support, virgule, le piston ne serait plus guidé et effectuerait des rotations, comme la bielle effectuerait des rotations. Ben voilà pour l'activité 11.2. 11.3, 11.4, il y a beaucoup plus de pages. On va faire ça dans une vidéo séparée, si vous voulez bien. 20 minutes par section, c'est suffisant avec les explications. Alors, à la prochaine fois.